Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour présenter donc mes travaux de recherche sur l'étiologie génétique de l'hypospadias. Donc on sait très probablement que l'hypospadias a au moins en partie une étiologie génétique puisqu'on trouve des clusters familiaux chez environ 10% des patients. On sait qu'il existe des risques de récurrence à la fois chez les frères de patients atteints et chez les enfants d'hommes ayant eu un hypospadias, enfin ou ayant un hypospadias. Le risque de récurrence familiale, il est d'autant plus élevé que le degré de parenté avec le cas index est élevé, donc une dizaine de pourcents chez les apparentés de premier degré, 1% chez les apparentés de troisième degré par exemple. Il y a plus de 200 syndromes décrits dans la littérature dont l'hypospadias est l'une des manifestations cliniques. Toute la question néanmoins est de savoir si l'hypospadias a une étiologie monogénique, donc comme un certain nombre de maladies génétiques, un gène entraîne un phénotype, ou ce qui est probablement beaucoup plus probable, une étiologie multifactorielle avec notamment une sensibilité génétique qui va être modifiée ensuite notamment par les perturbateurs endocriniens et l'environnement. Donc, les buts de l'étude que nous avons menée lorsque j'ai travaillé dans le laboratoire d'Andrew Sinclair pendant 6 ans étaient d'établir un diagnostic génétique chez ces patients. Alors, le laboratoire en lui-même travaillait sur toutes les anomalies du développement génital et puis ensuite on était par petits groupes dans les différentes pathologies. Et donc, moi, je travaillais sur l'hypospadias et puis également d'identifier de nouveaux gènes candidats ou de nouveaux variants dans des gènes qui sont déjà connus comme étant ou potentiellement responsables de l'hypospadias. Donc, on a étudié 326 patients, la majorité étaient des singletons, et sur ces 326 patients, il y avait 278 patients 46XY, dont ceux auxquels je me suis intéressée, 46 hypospadias isolés et 133 patients avec un 46XY dit d'origine indéterminée, qui comprenait donc les micropénis, les testicules non descendus ou les hypospadias associés à une autre anomalie génitale. 30% de ces patients avaient déjà eu une analyse génétique préalable qui n'avait pas donné de résultat. Donc, pour la plupart, c'était par exemple un séquençage isolé du gène du récepteur aux androgènes. On a exclu les patients qui avaient un DSD d'origine chromosomique, puisqu'on avait alors le diagnostic, ou les hyperplasies congénitales des surrénales, puisque là encore, c'est beaucoup plus efficient d'avoir le diagnostic moléculaire seulement du gène de la 21 hydroxylase. On avait développé un panel qui comprenait les régions codantes de 1000 gènes impliqués dans les DSD, 64 gènes diagnostiques et 970 gènes candidats, donc des gènes pour lesquels on avait la suspicion qu'ils pouvaient être impliqués dans l'étiologie génétique des anomalies du développement génital. Et puis il y avait quelques régions régulatrices et quelques micro-ARN. Alors, les résultats sur la cohorte de patients 46XY, c'est que globalement, sur les 46XY, on retrouve à peu près 40% de diagnostic génétique avec ce panel. C'est un petit peu variable dans le sens où si on prend uniquement le sous-groupe d'anomalies de synthèse des androgènes ou d'action des androgènes, donc les insensibilités aux androgènes par exemple, on est plus près de 60% et c'est un peu moins élevé dans d'autres malformations, mais globalement sur les 46XY, toute étiologie confondue, on est à 40% de diagnostic génétique avec le panel, ce qui est à peu près concordant avec toutes les données de la littérature, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les populations 46XY. Alors, plusieurs choses nous ont un petit peu frappé dans cette cohorte. C'est que d'abord, chez les 46XY, on retrouvait régulièrement des variants oligogéniques. C'est-à-dire que chez 13 patients, 8 d'origine indéterminée et 5 hypospadias, on retrouvait un variant connu dans un gène, par exemple, du récepteur aux androgènes, associé à un autre variant dans un autre gène diagnostique pour les DSD. Et donc, on se demande si lequel de ces variants est responsable ou si probablement de ces deux variants est responsable du phénotype, à savoir que si le patient n'avait qu'un seul des deux variants, il n'y aurait pas de phénotype, mais par contre l'association
fait que le phénotype s'exprime. Et c'était pareil chez les patients qui avaient un hypospadias, on retrouvait soit des variants dans des gènes du développement du testicule ou un variant dans le récepteur aux androgènes. La deuxième chose qu'on a mise en évidence, c'est que ces patients 46XY, que ce soit les origines indéterminées ou les hypospadias isolés, avaient une occurrence de variants dans les gènes connus diagnostiques de l'hypogonadisme hypogonadotrope beaucoup plus élevé que tout le reste de la cohorte. Il y avait quasiment 10% de ces patients qui avait un variant dans un de ces gènes, alors que dans tout le reste de la série, on n'a retrouvé qu'une seule autre fois ces variants. Et en particulier, il y avait 5 variants connus pathogènes avec des analyses fonctionnelles et 18 variants qui étaient rapportés pathogènes par des analyses in silico avec toutes les limites qu'on connaît à ces analyses in silico. Et néanmoins, cette occurrence nous a un petit peu frappés. Et donc, on s'est demandé si les gènes de l'hypogonadisme hypogonadotrope pourraient au final être impliqués dans des phénotypes plus larges de défauts de virilisation, et en particulier l'hypospadias. Et la dernière observation qu'on a faite, c'est la mise en évidence de variants dans le prodomaine de BMP7. Dans la cohorte, on avait 2 paires de variants monozygotes qui étaient concordants sur le plan phénotypique, qui présentaient le même phénotype d'hypospade. Et ces 2 paires de jumeaux présentaient tous les deux au séquençage un variant missense hétérozygote dans le prodomaine de BMP7. Alors, on est allé un petit peu plus loin et on a étudié un petit peu ces variants. BMP7, c'est une protéine de la famille des TGF-bêta qui, on le sait, est impliquée dans le développement du tubercule génital et qui est synthétisée sous la forme d'un précurseur qui comporte une chaîne BMP7 mature, une protéine mature et puis un prodomène. Et cette protéine, ce précurseur est coupé au niveau d'un site RSIR, mais néanmoins le prodomène reste probablement lié de manière non covalente à la chaîne de la protéine mature pour former un homodimère. Et ce prodomène semble dans la littérature jouer un rôle important dans la dimérisation et la conformation spatiale de la protéine, ainsi que dans l'adressage de la protéine vers la matrice extracellulaire et vers les fibrillines. Et donc, bien qu'elle n'intervienne pas dans l'activité enzymatique, le prodomène est important. Alors, comme on voit sur cette diapositive, il y a plusieurs variants qui ont été décrits dans BMP7, à la fois chez des patients qui sont porteurs d'hypospadias, qui sont pour la plupart des variants qui n'affectent pas la protéine, ou ce variant-là qui est dans un exon, mais qui est dans la protéine mature, dans la chaîne mature de la protéine. Des variants dans le prodomène de BMP7 ont été décrits chez ces 2 patients ici dans la littérature, mais qui sont des patients qui n'ont pas d'anomalie génitale, pas d'hypospadias et qui ont des anomalies neurologiques en fait. Et puis donc on a ces 2 variants chez nos 2 paires de jumeaux qui sont dans le prodomène. Alors on s'est intéressé à l'expression de cette protéine. On a réalisé une mutagénèse et introduit ces variants dans un vecteur d'expression. Et puis on a transfecté des cellules et étudié l'expression de ces protéines. Et donc ce qu'on voit sur le Western blot à gauche, c'est que ce soit à l'état homozygote ou hétérozygote comme chez nos patients, il existe lorsqu'on exprime le variant une diminution de l'expression de la protéine, ce qui est également ce qu'on retrouve dans ce graphe ici. À l'état homozygote, on a une nette diminution de l'expression de la protéine qui n'est pas complètement restaurée par l'addition d'un allèle wild type. On a également utilisé l'activité de la protéine en utilisant des assays luciférases et on voit ici que, en revanche, il n'y a pas de diminution de l'activité de la protéine dans ces variants. Alors,
ce qu'on a conclu, c'est que in vitro, les 2 variants ne diminuent pas l'activité de BMP7, mais que néanmoins, probablement, en diminuant l'expression de BMP7, ils entraînent une moindre concentration de la protéine mature dans l'espace extracellulaire, et qu'il se pourrait que in vivo, dans un système qui est beaucoup plus complexe que in vitro, l'activité dépende d'une plus forte concentration de BMP7 dans la matrice extracellulaire. Alors au total, ce panel de DSD, il est validé pour l'utilisation clinique en Australie, il coûte à peu près 1100 dollars australiens, c'est à peu près 700 euros, qui sont pris en charge par l'hôpital dans le cadre d'un bénéfice clinique direct pour le patient, c'est-à-dire un changement de la prise en charge. Tout ce qui n'entraîne pas de changement de prise en charge pour le patient lui-même, et en particulier si c'est pour un conseil familial, étudier le risque de récurrence chez les apparentés, etc. Ce sont les parents qui doivent payer. Et puis ensuite, on doit déterminer, pareil, les parents paient s'ils veulent déterminer l'héritabilité chez chacun des parents. L'analyse de ce panel a également montré, c'est que si on trouve des variants dans des gènes diagnostiques connus, l'efficacité est similaire entre trio et singleton, et donc il n'y a pas d'utilité de faire des trios. En revanche, si on est dans une étape de découverte de nouveaux gènes, dans ce cas, les trios sont particulièrement intéressants puisqu'ils permettent d'éliminer les variants familiaux rares, de confirmer le mode d'héritage et de détecter les variants de novo. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que si cliniquement on peut justifier que la recherche génétique et le panel vont permettre d'améliorer la prise en charge de l'enfant, le panel il est accrédité maintenant auprès de Medicare en Australie, et donc il comporte 68 gènes, il a été un petit peu étendu, et donc le patient passe via le panel et reçoit un rapport diagnostique. S'il n'y a pas de gène identifié dans le panel, ou si on passe dans une voie de recherche pour lequel on ne peut pas justifier cliniquement de l'utilité de l'analyse génétique, dans ce cas, le patient passe soit sur un panel de recherche, mais en fait, on est en train de changer, ils sont en train de changer pour faire du whole exome. Et ils étudient également les régions régulatrices. Voilà, je voulais remercier vraiment le professeur Andrew Sinclair et tous les gens avec qui m'ont permis de travailler pendant 6 ans sur ce sujet. Et je vous remercie de votre attention.